Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle émission scintillante et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Julie Laurent-Marotte qui est psychanalyste jungienne, sophrologue et sexothérapeute. Elle a co-créé la chaîne YouTube Ermita Talk avec l'une de ses amies et elle va nous raconter tout ça. Bonjour et bienvenue Julie. Bonjour Valérie, merci beaucoup. Je suis enchantée d'être là avec toi. Alors raconte-nous comment est né ce nouveau projet. Alors, Ermita Talk TV, que j'ai créé avec Isabelle Olive, qui est une amie de lycée. Nous étions toutes les deux à l'époque à Lyon. Et nous, en fait, nous avons repris bien comme il faut contact. Alors, on se parlait depuis un petit moment déjà. Je l'avais même invitée sur Instagram, dans mon émission Instagram, à l'époque, Loin mais ensemble, donc ça devienne la pause café. En tant que naturopathe, pour nous éclairer, pour nous donner des tips sur comment soigner en hiver, etc. Je l'avais vraiment invité plusieurs fois. Et nous nous sommes bien rapprochés quand j'ai déménagé au mois d'août à Nice, parce qu'elle habite à côté de Toulon. Et voilà, donc on s'est dit, ah bah tiens, la nouvelle sudiste débarquée, et puis voilà, elle a déménagé il y a 2 ans, même pas, et c'est vrai qu'elle est passée par ce chamboulement-là aussi. Et elle a été très, très soutenante. Moi, quand je suis arrivée ici, et que quand on arrive dans une nouvelle ville où on connaît personne, où on n'a pas du tout de repères, et c'est vraiment pas du tout de repères, parce que c'est complètement une autre vie, au-delà d'une autre ville, c'est limite un autre pays. On vit vraiment ailleurs, on parle la même langue, globalement, mais ce n'est pas du tout le même système de pensée, le même système de tout. Enfin, tout est complètement différent. Comparé à Paris, ça n'a plus rien à voir. Et c'est vrai qu'elle a été vraiment extrêmement soutenante, à l'écoute, et en me disant, voilà, moi je suis passée par là, donc je connais. Et c'est vrai que ça fait du bien d'entendre des parcours similaires quand on traverse des chamboulements de vie, quels qu'ils soient. Donc, et à un moment donné, je lui dis, écoute, Isa, parce que, bon, on va pas se mentir, moi j'ai 48 ans, elle en a 47. Alors, moi, je n'ai pas de trouble encore de périménopause, vraiment concret. Enfin, non. Mais elle a un peu plus. Et c'est vrai que je dis, ah, c'est intéressant, mais moi, j'ai quand même des questionnements, parce que pendant longtemps, j'ai accompagné des femmes plus âgées que moi, ou entouré de femmes plus âgées que moi, qui sont périménopause ou ménopause. Et fatalement, j'y vais aussi, j'y vais. Donc, j'aurai à l'affronter à un moment donné, toute cette étape-là. Et je me suis dit, bah tiens, c'est intéressant, ce serait bien que tu partages tous tes tips. Et puis elle dit, bah toi aussi, parce que toi aussi, tu as des choses à partager. Donc on s'est dit, bah tiens, créons une chaîne ensemble où on se retrouve toutes les semaines. On enregistre comme là sur StreamYard, et après on met sur la chaîne sur YouTube, sur notre chaîne Ermita Talk TV, pour en tous les cas globalement accompagner les femmes, parler aux femmes de 40 ans et plus, après celles qui veulent venir avant, et c'est vrai qu'il y en a aussi des femmes qui sont vraiment ménopausées précocement, donc très bien. On dit 40 parce que voilà, forcément on va avoir des sujets de conversation comme parler de nos ados parce qu'on a des enfants adolescents, etc. Forcément qu'une nana de 35 ans, elle a, enfin, j'espère pour elle, pas ce genre de problématique. Donc, elle en a d'autres qu'elle doit affronter. Mais alors, on parle de choses voilà, de notre vie. On partage avec les femmes de 40 et plus, voilà, des tips, des petites choses. Même moi, parce que j'ai été aussi formée par Sylvie Lefranc en yoga du visage. Donc, on parle aussi de ça. On parle finalement de tout ce que voilà, de la vie d'une femme d'une façon générale, et puis à travers nos expériences l'une et l'autre, avec certains points communs aussi, parce qu'elle a fait aussi des formations en termes de développement personnel, mais surtout human design. Elle est très très forte en human design, et donc elle amène voilà, son éclairage sur d'autres éléments que moi je ne peux pas apporter puisque je ne suis pas formée dans ces éléments-là. Oui, donc c'est un beau mariage entre vous pour apporter des conseils, aux femmes qui traversent éventuellement la préménopause ou ménopause. Alors moi, je suis en ménopause, puisque je vais avoir 54 ans cette année, mais j'ai eu 10 ans de préménopause. C'est-à-dire qu'au fil du temps, je me suis rendu compte que c'était déjà la préménopause, et c'est vrai que j'ai eu, moi, tous les cocktails de tous les désagréments qu'on peut avoir, donc
c'est pas simple à vivre. C'est Et lourd. c'est vrai que si on a à côté quand même une bonne hygiène de vie, ça facilite et ça aide, hein, ça c'est Mm. sûr. Et puis l'alimentation, honnêtement, aide à pallier certains désagréments. Parler de ménopause, et c'est comme, merci à Maïtena qui a créé donc la chaîne Mesdames. Voilà, extraordinaire. D'une certaine manière, avec Isabelle, on parle de notre science, et d'ailleurs, à un moment donné, on invitera des femmes aussi pour voilà, faire des petits trios, etc., justement pour avoir des points de vue, des points de vue différents, avec des expertises aussi et des expériences différentes pour alimenter et enrichir nos points de vue, et puis enrichir cette chaîne. C'est très important. Et plus on discutera entre nous, plus on pourra. J'ai une amie qui a 56 ans, elle n'est toujours pas ménopausée. Elle me dit la dernière fois, elle me dit, mais j'en peux plus. Le mois dernier, j'ai saigné 2 fois dans le mois. J'en ai ras-le-bol. Elle dit, mais elle n'en peut plus. Elle dit, mais quand est-ce que ça se termine finalement? Chaque parcours est différent. Et c'est bien de pouvoir en parler parce qu'on se sent moins seul. Et le fait de se sentir moins seul rend ce qu'on peut traverser moins douloureux. C'est ça, parce que c'est vraiment à la fois propre à chaque femme et en même temps, il y a des similitudes, il y a des points communs et c'est là où c'est riche d'échanger, de partager, effectivement. Et puis chacune peut prendre, tester ce qui a fait du bien à l'une et à l'autre. C'est ça qui est chouette, quoi. Carrément, carrément. Alors toi, quel est ton parcours? Parce que j'ai vu que tu faisais plein de choses et que tu as appris. Tu es curieuse, j'ai l'impression que tu es curieuse. Très, 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 très. Ça, c'est... Je crois que ça, c'est mon moteur. La curiosité est mon moteur. Et je crois que je n'aurai jamais assez d'une vie pour lire tout ce que j'ai envie de lire, pour apprendre tout ce que j'ai envie d'apprendre. Je suis une boulimique d'apprentissage, finalement. Pas boulimique, c'est peut-être pas le mot. Mais en tous les cas, j'ai soif de ça. Et ça me plaît, c'est ce qui me fait vibrer. Quand j'ouvre un nouveau livre, quand je découvre quelque chose de nouveau, et je suis ouverte, effectivement, je m'intéresse à beaucoup de choses, en effet. Pas tout, hein. Chasse et pêche, par exemple, ça ne m'intéresse pas. Mais beaucoup de choses, globalement, oui, ça c'est vrai. Alors, mon parcours. Moi, j'ai commencé mon parcours dans le milieu sportif. J'ai 3 brevets d'état d'éducateur sportif. Donc, j'ai commencé comme ça, avec l'humain. C'est-à-dire que la matière humaine, je l'ai commencé, mais à travers le sport. Tout en faisant des études, à un moment donné, je travaillais dans une piscine. J'étais maître nageur dans une piscine en Alsace, à Erstein. Je leur passe le bonjour s'ils passent par là. Et j'ai fait en parallèle 2 ans à la fac de psychologie de Strasbourg. Parce que moi, je pense que je voulais être psy très clairement depuis toujours. Parce que j'ai toujours fait ça. Quand j'étais petite, j'écoutais déjà beaucoup ma mère. J'ai déjà été une psy très tôt, quelque part. Beaucoup dans l'observation, beaucoup dans l'écoute. D'ailleurs, ma mère me disait quand j'étais petite, bah, de toute façon, toi, tu parlais pas. Alors, bien sûr, dans le côté négatif, tu parlais pas. Enfin, moi, je vois plus loin. C'est-à-dire que je ne parlais pas, mais parce que j'écoutais et j'observais énormément. Un peu comme une extraterrestre, je pense. Je dois avoir un truc comme ça, où je débarque. C'est quoi ces gens? Ok, d'accord. On va les observer pour essayer de s'intégrer le mieux possible. Et c'est ce que je fais à Nice aussi. C'est-à-dire que j'essaie d'être là. Voilà, j'observe énormément pour voir comment vivent les gens et pouvoir m'adapter. J'ai fait ça aussi à Paris, etc. Pour finalement me fondre dans la masse. Oui, bah pour m'intégrer, quoi, tout simplement. Je pense que l'intégration est importante. Et j'ai toujours eu ça. Voilà, ma mère souffrait du dos, je la massais tous les soirs. Ma grand-mère aussi. Donc j'ai toujours aussi cette notion de soin, de care, le truc, voilà, mais d'écoute énormément. Donc j'ai appris tout ça très tôt. Donc 2 ans à la fac de psycho. Mais à un moment donné, il a fallu travailler. Et à ce moment-là, la piscine avait besoin d'un temps complet. Bon, bah, j'ai lâché mon mi-temps pour prendre un temps complet. Puis en me disant, de toute façon, c'est pas grave. J'y reviendrai d'une façon ou d'une autre. Par la porte, par la fenêtre, par la cheminée. C'est pas grave. Voilà, avance, Julie, puis on verra bien. Et j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris sur la nature humaine, j'ai beaucoup appris sur les gens. Et ça m'a confirmé que les gens qui font du sport pour se faire du bien physiquement, pour se sentir mieux dans leur peau, peut-être
plus beaux à leur manière, mais pour évacuer quelque chose, un trop-plein de quelque chose, une souffrance, etc. C'est une excellente thérapie. Et ça, je resterai éternellement convaincue que le sport est une excellente thérapie, quelle que soit l'activité sportive. Et elle devrait être beaucoup mieux mise en valeur à l'école. Hein. Si on pouvait être comme les pays anglo-saxons où on met en valeur l'activité sportive, l'activité artistique, plutôt que de dénigrer à chaque fois ces activités-là et faire aussi toujours les mêmes choses, excusez-moi, mais alors le volley et le hand, merci, ça va 5 minutes. Non mais il y a des sports un peu chiants quand même, hein, qu'on se le dise, mais on a forcément à un moment donné une activité. Non, je vous dis ça, je vous raconte ça parce que au collège et au lycée, à chaque fois, j'étais dans les buts au hand. J'ai dû me péter à peu près tous les doigts, voire un nez aussi. Voilà, j'ai détesté ce sport parce que voilà, j'aime pas du tout. En revanche, j'ai découvert par exemple le rugby au Krebs quand j'étais à Strasbourg, quand j'ai passé mon diplôme de coach, et j'ai adoré. J'ai adoré. Je ne pensais jamais, pourtant, ayant fait de la natation synchro, de la natation et de la danse classique et du modern jazz, donc j'étais beaucoup dans la natation et la danse. Je pensais jamais aimer me rouler dans la boue et m'écraser dans les gens. Et j'ai adoré, c'est comme le judo. Et donc ça aussi, c'est une image qu'avait ma mère de penser que parce que j'étais toute fine, etc., j'étais juste bonne à faire de la danse. Non, je pense que je me serais éclatée dans un sport de combat et j'aurais été excellente. J'en suis convaincue. Enfin, un sport on se rentre dedans. Et j'aurais vraiment, vraiment été bonne et je suis sûre que j'aurais été bonne. Mais ce que j'allais te dire, il y a un grand écart là pour le coup entre le profil de la danseuse et le rugbyman. Hein. Oui et non. Oui et non, parce que je pense que dans les deux cas, on aime se faire mal. Quand on fait de la danse classique ou même n'importe quel sport un peu intense, même natation, on n'imagine pas la douleur. On n'imagine pas la douleur finalement qu'il y a derrière. Tous ces gens. C'est pour ça, quand on regarde même n'importe quel sport à la télé, on dit, oh, c'est beau. Non, mais n'oublions pas la douleur des muscles au réveil le lendemain, des articulations, et même pendant, que ce soit pendant un match ou pendant n'importe quoi, même une épreuve, n'importe laquelle physique, c'est tout ce qui est physique peut faire mal. Mais du coup, on a une résistance à la douleur qui est plus importante que la plupart des gens, c'est vrai, et c'est un beau formatage. Je trouve que c'est une belle école de la vie, le sport. Et c'est ce qui fait aussi, je pense, que j'arrive au bout de 6 mois à Nice, dans une nouvelle ville où je connais personne, où je redémarre toute zéro, sur mes 2 pieds et j'avance. Je ne pensais pas me relever aussi vite. À 48 ans, waouh, et je suis assez fière de moi, mais je me dis aussi, ok Julie, mais regarde ton parcours. Et mon parcours a été long, 48 ans de vie avec ça. Mais le sport y est pour beaucoup, j'en suis persuadée. Donc, voilà, c'est pour revenir à ça. Bon, laissons le sport 2 minutes, parce que je peux en parler longtemps, parce que c'est important et que c'est chouette. Et on embrasse quand même toutes celles et ceux qui aiment le hand et le volley, parce que... Mais bien sûr, on les aime, et j'en connais. Je taquine, c'est moi par rapport à moi, et je n'inclus personne dans cette histoire. Pétez-vous bien les doigts, faites-vous plaisir les gars, mais sans moi. Non, le hand, j'ai la fille d'une amie qui est excellente en hand, qui fait du hand. J'ai des amis aussi volleyeurs, il n'y a aucun problème. Et puis, j'ai commencé une vie de maman, j'ai eu mon fils. Mon fils avait 2-3 ans et je me disais, mais en fait, il me manque quelque chose. Je pense qu'il me manquait cruellement quelque chose intellectuellement. Pourtant, j'étais à l'époque chef de bassin, j'étais responsable d'un parc aquatique à Dijon. Un très beau parc aquatique qui a disparu malheureusement parce qu'ils ont préféré mettre un Primark à la place. Mais c'était un bel endroit et un bel endroit d'échange et de rencontre vraiment entre les gens. C'est comme ça. Et un très beau centre sportif. Et c'est là où je me suis dit, bon, alors, ok, j'ai mon fils, très bien, je fais du sport, très bien, ça me nourrit, etc. Mais moi, intellectuellement, psychiquement, il me manquait quelque chose d'important. Tout en travaillant sur moi pendant toutes ces années, parce que j'ai commencé par voir une sophrologue, j'ai commencé mon travail thérapeutique par une sophrologue qui était pédiatre aussi, et qui est devenue la pédiatre de mes enfants, une femme extraordinaire à Dijon qui s'appelle le docteur Caudal, que je salue. Vraiment une femme extraordinaire qui m'a appris énormément de choses et qui est passée aussi par les livres. C'est-à-dire qu'elle est passée par les livres pour m'apprendre des choses, pour me faire découvrir des choses. Mon apprentissage a commencé comme ça, donc par la sophrologie et certaines lectures. Comme
et ça va te parler, j'en suis sûre, Femme qui court avec les loups. Un livre, pareil, incontournable, que toutes les femmes à partir de 18 ans devraient lire. Il y a quelque chose de très très fort dans ce livre, entre autres. Mais l'un des autres livres qu'elle m'avait fait acheter quand mon fils est né, c'est Mon enfant a-t-il besoin d'un pédiatre? C'était une question. Et qui oriente, qui aidait justement les mères. Elle m'a fait lire des livres pour finalement me rendre autonome en tant que mère. Et j'ai trouvé ça d'une intelligence incroyable. Je veux dire, c'est contre-productif, c'est contre-business de faire ça. C'est en gros, débrouille-toi, tu n'as pas besoin de moi, tu sais faire. Waouh! Donc, quelqu'un qui me fait confiance. Donc, ça m'a beaucoup appris. Donc, je me suis dit, ok, sophrologie, machin, il faut que je commence à travailler sur ce terrain-là parce que je veux récupérer cette casquette-là que j'ai lâchée, bon gré mal gré à l'époque. Allez, on va commencer par la sophrologie. Donc, j'ai commencé par une formation en sophro. C'était les week-ends, donc en plus du travail. Très bien, super, c'était vraiment génial. Et puis, de fil en aiguille, j'ai fait aussi une formation en shiatsu, en reiki. J'avais besoin de connaître aussi et d'apprendre des choses en énergétique, comprendre l'humain dans sa globalité. Voilà, rester focus juste sur un truc, je ne peux pas, parce qu'en plus, quand on fait ce genre de formation, tu le sais, c'est que ça ouvre d'autres portes. On fait « Ah ouais, c'est la boîte de Pandore. Ah, Exactement. il y en a encore, et on en déballe, et on en découvre, et on se dit... » Et après, on n'a plus assez de temps ni d'argent pour faire toutes les formations qu'on voudrait. Mais voilà, mais ce sera en permanence. C'est tellement extraordinaire. Donc, sophro, reiki, shiatsu, qu'est-ce que je fais d'autre encore? Je vais en oublier dans mon histoire. Mais, Et puis, à un moment donné, j'ai eu ma fille. Et après, je suis montée à Paris. Et là, j'ai fait une formation de sophro-analyse. Alors, la sophro-analyse, ça englobe la sophrologie, mais alliée à la psychanalyse, l'analyse transactionnelle, tout ça. Voilà. Et effectivement, maintenant que je suis vraiment spécialisée en psychanalyse jungienne, je me rends compte que quand je faisais la sophroanalyse telle que j'étais formée à l'école européenne, à Institut européen de sophroanalyse, ils se sont vraiment inspirés de Jung. Et autrement, en fait, on se rend compte que Jung est un peu partout, mais à chaque fois, ça a été dévié. On a mis un mot différent, un titre différent, mais comme l'analyse transactionnelle, c'est jungien. Il y a plein de choses comme ça, c'est assez fou. Et la boucle est en train de se boucler petit à petit, c'est ça qui est vraiment intéressant. Donc sophroanalyse, j'ai fait aussi art juste avant, et c'est comme ça que je suis arrivée à la sophroanalyse. J'ai fait 1 an dans une école de psychothérapeute, où j'ai fait de la PNL, j'ai fait quoi? J'ai appris plein de choses, entre autres avec Georges Colloy, qui est un homme extraordinaire. Georges Colloy, qui est aussi un spécialiste du tarot psychologique, parce que ça fait partie des dernières formations que j'ai pu faire avec Sophie Brarda, qui est psychanalyste jungienne et qui me supervise depuis 5 ans. Donc Georges Colloy, que j'ai eu donc en professeur, extraordinaire. Et aussi, je suis tombée sur une dame absolument très intéressante qui nous faisait faire de la sophroanalyse. Et j'ai adoré sa méthode, j'ai adoré sa façon de nous enseigner et cette pratique. C'est pour ça que je me suis spécialisée en faisant quasiment 2 ans de formation en sophroanalyse. Et puis, voilà, de fil en aiguille, je me suis installée. Je faisais donc en parallèle coach sportif et sophrologue, sophroanalyste, etc. J'ai complété avec une formation de sexothérapie, parce que la sexualité fait partie de l'humain, fait partie de nos vies, de nos quotidiens, enfin, entre guillemets, plus ou moins, mais ça fait partie de notre vie, de notre vie. C'est de la vie, oui. Qu'on veuille ou qu'on veuille pas, c'est comme ça fait partie de la vie. Et pareil, il y avait pas mal de questionnements de personnes, etc., ou de couples, et j'avais besoin de vraiment bien maîtriser la matière pour accompagner au mieux. À chaque fois, finalement, je me forme pour accompagner au mieux les gens que j'ai en face de moi et qui me font confiance et qui viennent me voir. Voilà, j'ai besoin d'avoir ce gage de qualité-là, d'apprentissage, de connaissance, de maîtrise pour... je sais pas, alors il y en a certains qui diraient peut-être parce que tu n'as pas confiance en toi. Peut-être, mais en tous les cas, je préfère dans ce sens-là plutôt que de me dire je suis surhumaine, je sais tout sur tout, alors que c'est pas vrai. Voilà, je préfère toujours, je pense qu'on n'a pas assez d'une vie, encore une fois, pour tout apprendre et pour vraiment bien maîtriser quelque chose. C'est sans fin. Mais même les lectures de Jung, j'arrête pas. Mais à chaque fois,
pareil, j'ouvre une porte, une deuxième porte, une troisième porte, et je découvre encore des nouveautés. Quand je lis Marie-Louise von Franz, qui a été une de ses disciples, Barbara Anna, c'est des lectures à chaque fois très enrichissantes, qui ont un point de vue à chaque fois aussi légèrement différent, en plus de femmes, par rapport au travail de Jung. Voilà. Voilà, donc petit à petit, donc la formation de sexo-analyse aussi. Donc il y a toujours le mot analyse, finalement ça me suit toujours. Et donc il y avait forcément de la psychanalyse dedans, avec, là j'étais formée par Alain Héril, qui est pareil, est un être absolument délicieux, intelligent, voilà, érudit, et puis il écrit aussi des livres absolument passionnants aussi. Et puis un mec bien, voilà, ça fait du bien de voir des mecs bien dans tout ça. Puis là, depuis à Nice, on dirait que voilà, la porte du sport se ferme. Je crois que voilà, j'ai décidé de prendre ma retraite en tant que coach. Ouais. Ouais, j'ai décidé. Je me suis dit, bon, les portes ne s'ouvrent pas. J'ai pas d'élan non plus vers là-dedans. Je continue à m'entraîner pour moi parce que j'en ai besoin. Ou d'aller nager dans la mer, etc. J'ai ce besoin vital de bouger, de transpirer, de sentir mes muscles, de me sentir vivante par rapport à ça. Mais je crois que ça y est, quoi. Et de toutes tes formations, je suppose que tu as appris beaucoup sur toi. Forcément. Et surtout qu'à chaque fois, chaque formation, on est obligé en parallèle de faire un travail sur soi. Et comme aujourd'hui encore, je suis supervisée par une psychanalyste jungienne qui continue à me transmettre, mais à me superviser par rapport justement aux patientes et patients que j'ai actuellement. Et voilà, pour me perfectionner, c'est pas le mot. Non, peut-être pour asseoir ma légitimité d'une certaine manière déjà, et pour être sûr que je fais du bon boulot, que je fais du bon boulot. Ça, c'est important pour moi. Ça, c'est une éthique, c'est très éthique chez moi. Faire du bon travail, être sûr que c'est bien ce que je fais. Ouais. Et de toutes les formations que tu as faites, oui, quelle est celle qui t'a le plus impacté, je dirais, au niveau vibratoire, qui a vraiment vibré en toi? Ah, très très bonne question. Alors je dirais que c'est la première, c'est celle de sophrologie caïcédienne, parce que c'était la première. C'est peut-être un peu comme tout, comme quand on a notre premier enfant. C'est ce qui, voilà, on découvre une facette de nous. Il y a le deuxième, troisième, enfin bref, on sait déjà faire. C'est le premier qui chamboule tout. Et donc la sophrologie caïcédienne, parce que je me suis rendu compte qu'en fait j'étais entière. Et en fait, ça m'a appris beaucoup ça m'a apporté beaucoup de confiance en moi, que je n'avais absolument pas à l'époque. Et ouais, c'est peut-être là où je me suis le plus découverte. Parce que en sophrologie, finalement, il y a ce mélange à la fois énergétique, physique, spirituel. On est un corps dans l'espace, il y a quelque chose en termes de respiration qui est important aussi. Donc je respire, donc je suis en vie. Et puis, il y a une conscience corporelle. Donc, ça faisait finalement compléter. À chaque fois, c'est des ponts. Finalement, tout ce que j'ai pu faire jusqu'à aujourd'hui, il y a à chaque fois des ponts. C'est complètement cohérent. Il y en a plein qui comprennent pas ou qui n'ont pas compris à un moment donné mes deux casquettes entre psy ou en tous les cas thérapeute et prof de sport, quoi. Mais en fait, si. Et je pense qu'on est encore plus complet si on passe par le corps. Il faut que ça passe par le corps. Une thérapie, quelle qu'elle soit, elle doit passer par le corps d'une certaine manière. Par la respiration, par la conscience corporelle. C'est important, sinon on n'est qu'une tête sur pattes. Et ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens parce que ça circule pas. Et donc si ça reste purement intellectuel, ça ne m'intéresse pas. Même si ce qui est intellectuel, la philosophie m'intéresse, je suis très intéressée par tout ça. Mais si ça reste purement intellectuel, moi je vois pas l'intérêt. Je vois pas l'intérêt parce qu'il manque un élément central. Et je suis désolée, nous sommes des personnes... voilà, on est humain, on est sur nos pieds, on a 2 bras, 2 jambes, la plupart du temps. C'est bon, quoi. Enfin, je veux dire, c'est bien quand ça circule de partout, quand l'information passe partout et que ça respire partout. Alors du coup,
Tu accompagnes les personnes depuis quoi maintenant? Depuis une dizaine d'années, un peu plus? Bah, plus que ça, parce Ouais. que alors ma fille a 16 ans, depuis 16 ans. Depuis 16 En ans. plus, en sophrologie, ouais, j'ai commencé à ce moment-là, juste avant qu'elle naisse d'ailleurs, donc ouais, ça fait 16 ans. Et alors, est-ce que tu as vu une évolution ou comme on le disait en off, c'est vraiment très personnel, mais malgré tout, sur ces 16 années, est-ce que tu as quand même réalisé, tu as constaté, des mots MAUX qui ont évolué en fonction les années, les périodes de vie par rapport au contexte aussi extérieur ou pas du tout? Oui. En fait, est-ce que tu as, perçu une évolution qui suit ce qu'on traverse collectivement ou finalement pas du tout? Est-ce que les Alors mots étrangement, MAUX ont changé, ont évolué? eh ben, je vais te dire non. Étrangement, non. Non. Effectivement, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Les gens viennent d'abord pour eux. Pour eux, par rapport à un mal-être, par rapport à une difficulté intérieure, ou par rapport à un besoin de sens, une quête intérieure. Bon. Donc ça, c'est un moteur intérieur. Là où peut-être il y a un lien, c'est que ce qui se passe à l'extérieur leur renvoie à quelque chose d'intérieur, leur renvoie à leur ombre. Voilà. Et là, ça pique. Clac. Ouf. Ah ouais, il se passe un truc là. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc ça ébranle quelque chose ou ça vient titiller à des endroits où ils n'avaient pas pensé initialement. Donc je pense dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'il y a un lien évidemment au collectif qui n'est pas forcément conscientisé, mais qui vient perturber ou éveiller une souffrance intérieure qui était cachée et qui remonte à la surface d'un seul coup. Donc, oh, qu'est-ce qui se passe là? Ouf, ça va plus. Ce qui allait bien il y a 2 ans, ouf, ça va plus. Ça vient titiller. Mais la plupart du temps, en tous les cas, de façon consciente, les personnes viennent pour quelque chose de purement personnel. Mmh. Lié à l'enfance ou pas, mais bon. Est-ce que, tu aurais, du coup un conseil ou un message à nous transmettre, à partager pour toutes les personnes qui ont du mal à vivre, heu, l'effondrement que nous traversons tous pour aller normalement vers, un monde beaucoup plus juste, beaucoup plus équitable, beaucoup plus solidaire, beaucoup plus respectueux du vivant sous toutes ses formes. Mais Waouh, là, ouais. la bascule, la transmutation, elle se fait par cet effondrement. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. C'est comme en travail jungien finalement. Aller chercher dans nos ombres, aller creuser dans les ombres, aller voir. Et c'est ce qui se passe actuellement dans le collectif là. De façon, l'humanité vient de façon cyclique, parce qu'à chaque fois, à chaque fois, on en revient au même. Ah, on reprend les mêmes et on rejoue, ou quasiment, ou ils sont pas à la même place. Ah, un coup c'est des amis, un coup c'est plus des amis. Enfin bref. Et ça vient titiller ça. Ça vient titiller cet espace, toutes ces ombres finalement. Donc là, les ombres remontent à la surface. Donc déjà, c'est ok, venir déjà au niveau individuel aller travailler sur ces ombres. Et travailler sur ces ombres, après on voit les ombres enfin, du coup limite, même l'ombre du monde paraît moins important. Paraît moins important parce que en effet miroir, on se dit bon allez, ça finira par passer. Parce que moi je suis passée par là, ça finit par passer, ça finira bien par passer. Alors c'est peut-être de l'optimisme de bisounours, mais pourtant je suis pas comme ça initialement. Mais j'ai appris comme ça avec le temps. Et puis alors surtout, coupez vos écrans, arrêtez de regarder les infos, ça fait que nourrir ce truc-là. Ça fait que nourrir cette noirceur ambiante et c'est pas la peine. Mais il y a quelque chose aussi en lien avec, là je fais le lien avec ta question précédente aussi. Il y a le collectif, il y a tout ce qui nous entoure. Donc effectivement, les pays voisins, les guerres, ok.
Mais il y a aussi ce qui nous suit au niveau collectif familial, au niveau de l'arbre généalogique, au niveau transgénérationnel, ce dont on a hérité. C'est pour ça aussi que certaines peurs qu'on peut avoir, certaines craintes, mais d'où ça vient? D'où ça vient? J'ai plein d'exemples comme ça, surtout de personnes qui sont venues me voir pour des crises d'angoisse. La crise d'angoisse alors que tout allait bien dans leur vie. Tout allait bien dans leur vie. Ou alors des problématiques physiques. J'ai une jambe qui se coince, etc. D'où ça vient? Ça vient du transgénérationnel. Pas systématiquement, hein, évidemment. Mais beaucoup de situations ont été résolues grâce au transgénérationnel. En tous les cas, en allant voir ce qui s'est passé chez les parents, chez les grands-parents, tantes, oncles, qu'est-ce qui s'est joué? Et qu'est-ce qu'on rejoue, nous, là? Qu'est-ce qui se rejoue chez nous dans notre vie actuellement qui doit être traité, pacifié et... Oui, parce que quand il y a... la première chose, effectivement, c'est de consulter quand on ne va pas bien, un médecin, un thérapeute. Mais quand au niveau de la médecine, il n'y a rien, c'est que ça remonte d'ailleurs. Donc, tu sais que moi, je crois au karma, donc je sais qu'il y a aussi une part karmique. Et il y a aussi une part transgénérationnelle. Et puis après, il y a aussi la part de notre enfance avec les blessures d'enfance. Donc c'est vrai qu'on arrive à un âge de jeune adulte ou adulte déjà avec un sac à dos bien rempli, bien chargé. Et je trouve dommage qu'à l'époque de l'IA, qu'à l'époque où on est censé être super civilisé, productif, incroyablement évolué, qu'on ne mette pas en place dès les plus jeunes âges un accompagnement pour déjà aller voir chez les enfants ce qu'il y a de blessés, d'ombragés, pour les aider et pour aller plus vite, pour en faire des adultes beaucoup plus épanouis et en équilibre. On gagnerait du temps, en fait. Alors, clairement, mais je vais rebondir sur deux choses sur ce que tu viens de dire, qui est très important et très intéressant. La première, c'est finalement déjà commencer par soi et se dire, ok, je suis dans un projet d'enfant, je vais faire un travail sur moi. Pour ne pas déjà léguer à son enfant à venir les premières casseroles, déjà nos casseroles à nous. Il y a des casseroles qui passeront, hein. On filtre pas tout, hein. C'est un peu comme une passoire, quand on vide les pâtes dedans, il y a des fois des pâtes qui passent à travers le riz. Bon, ok, c'est comme ça. On peut pas tout régler. Ils vont de toute façon avoir leur petite part aussi à traiter. Très bien. Mais au moins ça, se responsabiliser par rapport à ça. C'est pas faire un enfant pour faire un enfant, c'est je fais un enfant normalement hein, pour transmettre quelque chose. Parce que au départ on dit je veux transmettre quelque chose mais de positif. Seulement quand on transmet aussi un petit peu de caca. Donc, qu'est-ce qu'on fait de ça? C'est bien de le traiter avant ou d'en prendre conscience. Et dire voilà. Et connaître finalement son histoire familiale, etc. Quand des fois je discute avec des gens, ils savent rien sur leurs parents, rien sur leurs grands-parents, ils n'ont posé aucune question. Je dis, au moins, si vous ne le faites pas pour vous, si vous ne faites pas cet effort-là pour vous, faites-le au moins pour vos enfants. Parce que peut-être qu'il y aura l'un de vos enfants qui sera plus curieux que vous et qui auront besoin de ce type de réponse. Ah oui, c'est vrai. Et oui, c'est pas parce qu'on a l'impression qu'on connaît nos parents qu'on les connaît. C'est pas vrai. On ne connaît pas toutes forcément leur enfance, leur état d'âme, leurs histoires d'amour. Parce que ça aussi, ça peut se rejouer en nous. C'est-à-dire qu'on peut tomber sur tel type de personnes parce que, je sais pas, notre mère, par exemple, n'a pas fini une histoire avec tel type d'homme. Enfin, c'est un exemple, hein, mais tout ça. Et quand tu parles des enfants, je suis convaincue que faire de l'art-thérapie avec des enfants, enfin, de l'art, c'est pour ça que le côté faire des dessins aux enfants est très important. Mais qu'est-ce qu'on en fait? C'est un terreau incroyable. On pourrait en faire pour apporter du positif. Déjà, pas les noter. Moi, en psychanalyse jungienne, j'utilise le dessin. J'utilise le dessin, l'analyse des rêves, bien sûr, mais le dessin. Le dessin,
comme outil de projection, d'une certaine manière. Comme le rêve, d'une certaine manière. Mais quand il n'y a pas de rêve, le dessin est très, très important, très intéressant, et nous apporte énormément d'informations. Et à chaque fois, j'ai le même... pour les personnes qui, pour elles, ne savent pas dessiner, disent « Oh là là là, oui, mais ça va être une catastrophe, c'est moche. » On s'en fiche. On s'en fiche. Je ne vais pas te noter. Je ne vais pas te noter. Donc, tu fais ce qui vient et ce sera très bien. Et même, je préfère travailler limite avec des gens qui ne savent pas trop bien dessiner parce que, justement, il n'y a pas de filtre. C'est ça. Ouais. Alors que les gens qui savent très bien dessiner, ils savent enjoliver des choses qui sont des fois, qui veulent absolument cacher. Mais après, c'est magnifique. Des fois, j'ai des œuvres d'art. Hein. J'ai des œuvres d'art. Et j'en ai d'autres. Comme ça, c'est un peu plus primitif comme dessin, mais qui apportent énormément d'informations. Donc, c'est hyper enrichissant. C'est génial. Mais la symbolique est super forte. Mais j'adore travailler avec le dessin. C'est extraordinaire. Et l'écriture aussi, hein. L'écriture intuitive. Ouais, à un moment donné, là, j'ai lu le dernier livre de Julia Cameron. Mais l'un de ses derniers livres, elle explique qu'il faudrait, au réveil, écrire 3 pages par jour. 3 pages blanches. Tout ce qui nous passe par la tête, tout ce qui vient spontanément, on l'écrit. On le sort sur le papier. Ça, je l'ai fait au début quand je suis arrivée, en lisant ce bouquin, parce que je l'ai lu en arrivant ici, à Nice. Et ça m'a fait énormément de bien. Ah ouais, voilà, j'ai dit tout ce qui me passait par la tête, etc. C'est cet exercice que je recommande, qui fait énormément de bien. D'ailleurs, il faut que je le refasse parce que vraiment, ça fait du bien. Donc oui, soit l'écriture, soit le dessin, le collage aussi. Voilà. Ce sont des outils qu'on a à portée de main et qui sont à la fois très instructifs pour nous, qui sont libérateurs et voilà, au niveau thérapeutique, assez extraordinaire. Mais la danse aussi, mais de la musique, danser, c'est encore une autre histoire, mais une musique, danser, laisser son corps s'exprimer, laisser une émotion s'exprimer à travers le corps et un choix musical, c'est sans fin, j'adore. Avant qu'on se quitte, je te remercie vraiment pour tous ces partages, ces éclairages, Julie. On peut toujours trouver ton petit oracle de la reconnexion à soi qui est paru aux éditions Contredire. Tu peux nous le présenter à nouveau? Oui. Alors, il est tout rose, tout mignon avec des coquelicots, parce que j'ai un tatouage de coquelicot sur l'avant-bras et que voilà, j'aime beaucoup cette fleur qui est à la fois qui fait fragile comme ça, mais qui est extrêmement forte, que j'aime bien. Donc, dans ce jeu de cartes, il y a 5 catégories de cartes. Il y a des cartes... alors, je l'ai créé en lien avec la sophrologie. Ce sont tout, finalement... Il y en a plein qui disent « Ah, mais je pensais que c'était divinatoire ». Alors, il y a de belles synchronicités avec ce jeu. Et j'ai très régulièrement des photos qui me sont envoyées de synchronicités absolument incroyables. Comme par exemple, une fille la dernière fois qui offre cet oracle à la marraine de sa fille. La première carte qu'elle tire, c'est la marraine, la fée marraine. C'est fou. Elle tombe sur la carte marraine. Mais j'en ai plein comme ça, plein de synchronicités. Donc, c'est pas divinatoire dans le sens divinatoire, mais dans le sens belle synchronicité et synchronicité, ce dont on a besoin. Donc, il y a 5 familles de cartes. Il y a carte de visualisation, carte de conscience corporelle, carte de respiration, carte de coaching express et carte magique. Je les adore, celle-là. C'est le côté ludique de l'affaire. Les autres, finalement, c'est de la sophro. C'est revenir à soi. C'est vraiment le jeu de cartes à avoir sur son bureau ou même en classe pour les maîtresses, parce que c'est vraiment comme ça que je l'ai imaginé aussi. Et faire tirer une carte et faire le petit exercice de visualisation, de conscience corporelle. Parce que ça aussi, de temps en temps, quand je le fais tirer à mes patientes comme ça pour voir, la dernière fois, il y en a une qui tombe sur le ventre. Prends conscience de ton ventre, respire dans ton ventre. Elle dit « Ah, c'est marrant, ça fait 3 jours, j'ai mal au ventre. » Voilà. Donc, c'est pas divinatoire, bien sûr. Mais ça dit, oui, prête attention à ton ventre, respire à l'intérieur, prends-en soin. Il y a quelque chose à chaque fois. Il se passe quelque chose. C'est ça qui est chouette avec ce type de carte. Mais donc, voilà, il y a les cartes de respiration, plusieurs styles de respiration, cartes de coaching express. C'est un moment pour soi, ça prend 2-3 minutes. Quand on est au travail, ou quel que soit le travail qu'on fait,
pour revenir à soi. C'est une petite écoute intérieure qui est parfois très importante. Est-ce que justement, tu nous ferais un petit tirage et puis comme il n'y a que le son, je mettrai dans mon article les visuels, si tu m'autorises, des cartes que tu nous auras tirées finalement, les Bien sûr. messages. Allez, le premier, c'est une conscience corporelle, c'est ton bras gauche. Éveille les sensations pendant quelques instants dans ton bras gauche, de ton épaule gauche jusqu'au bout de tes doigts. Respire à l'intérieur de cet espace, ressens. Merci. Voilà, c'est poser toute son intention et toute sa conscience à un endroit. On n'est pas ailleurs pendant ce temps-là. Là, pendant ce temps-là, on n'est pas devant BFM, on n'est pas devant les horreurs du monde, là. On est juste dans son bras gauche, conscience de ça. Et même chez quelqu'un qui aurait pu son bras gauche, c'est pas grave, il y a toujours le membre fantôme, c'est prendre conscience de cet espace-là. Hein, c'est comme parfois, tu sais, en visualisation, en méditation, quand on dit, voilà, prenez conscience, envoyez de la lumière, je sais pas moi, dans vos reins, dans pancréas, dans tous les organes, dans tous les cas de l'abdomen. Et il y en a qui disent, ah oui, mais il me manque un rein. C'est pas grave. L'autre, il y a toujours, énergétiquement, elle est toujours là. Elle est toujours là, ton rein. C'est important. Allez, une autre. Ton cadeau quotidien. Aujourd'hui, expérimente la gentillesse, l'écoute attentive. Accueille tes émotions, même si tu les trouves désagréables. Fais-toi des compliments. Offre-toi la chaleur. Et pourquoi pas un petit cadeau, quelque chose qui te ferait plaisir et qui honorerait l'incroyable être que tu es. Tu es la seule personne à pouvoir te donner tout ce dont tu as besoin, avec justesse. Merci. C'est très beau. Allez, au hasard. Ah bah tiens, on en parlait, incroyable. Formule magique de la fée marraine. Et puis comme par hasard, ça tombe sur toi. Hein, ça tombe quand je suis avec toi. J'adore. Ben oui. Mes copines sont toujours là. Hein. Incroyable. Hein. Alors là, on va la chanter ensemble. Hein. C'est marqué. Donc là, ça fait partie des cartes magiques. Moi, je les adore. Je me suis amusée à les faire. Salagadou, la médicatou, la bidibida bidibou. Mélangez tout ça et vous aurez quoi? Bidibida bidibou. Mais le truc qui fait boum à tous les coups, c'est bidibida. Non, c'est attends. Attends, je le dis bien. Bibidibadibibou. Voilà. Imagine tout ce que tu peux transformer dans ta vie avec ce mantra chanté à Cendrillon. C'est trop beau. Merci beaucoup. Une dernière, tu veux? Une respiration. Allez, comme ça, on aura tout vu quasi. Alors, attends, on en a comme ça. Une respiration, au hasard. La respiration dans ton corps. Je te propose un moment d'observation et de contemplation. Saurais-tu dire où ta respiration se trouve? Prends quelques instants, ferme les yeux, respire calmement et observe sans jugement ni a priori où elle se situe dans ton corps. Que remarques-tu lorsque tu prends le temps de t'observer en train de respirer? C'est un moment d'écoute intérieure très agréable, n'est-ce pas? Merci, Julie. Je t'en prie. Allez, j'ai tiré dans la carte visualisation l'amour inconditionnel. Pense à ce que représente l'amour inconditionnel pour toi. Connecte-toi à quelqu'un ou à une image qui te fait du bien, qui te réchauffe le cœur et l'âme. Ce peut être une grand-mère, une divinité, un animal, un coin de nature, le soleil. Sens ton cœur grandir, se dilater et se remplir de tout cet amour puissant. Merci beaucoup. Entre l'amour inconditionnel et les fées. Alors là, on est au top. On est au top là. On se sent bien aidé là. Et avant de nous quitter, j'ai toujours ma dernière petite question. Si justement je te prêtais ma baguette de fée, à quoi te servirait-elle? À récolter suffisamment d'argent pour créer des maisons des femmes
mais partout en France, que les femmes puissent se sentir en sécurité. Alors, dans le monde, ce serait formidable. Mais là, je ne m'appelle pas Dieu, donc on va rester déjà en France, c'est déjà pas mal parce qu'il y a beaucoup de boulot déjà. Voilà, que les femmes puissent se réfugier dans un endroit sûr, puissent parler de périménopause, de ménopause, dans un endroit safe avec des praticiennes, voire peut-être des praticiens aussi, mais à l'écoute, bienveillants, professionnels et pas tordus. Sans jugement. Oh là, oui, aussi, pardon, j'avais oublié, bien sûr, la base. Voilà, sans jugement et voilà, avec de la bienveillance et de la sécurité. De la sécurité. Même si ça bouge et même s'il y a eu des choses qui se font, heureusement que ça commence à bouger, mais comme tu le dis, c'est pas suffisant au vu des chiffres qu'on reçoit sur les féminicides et toutes les maltraitances faites aux femmes. Ouais, et ça vraiment, il va falloir que ça change. Parce que, et je pense que dans ces centres-là, alors les protéger, c'est bien, c'est hyper important qu'elles se sentent protégées, qu'elles puissent s'enfuir et qu'elles puissent aller dans un endroit safe, avec j'en sais rien, des flics devant, mais un truc solide, qui fait qu'à un moment donné, les bonhommes, quand ils ont envie de les trucider, qui se retrouvent face à des vrais, quoi. Hein. Dans ces cas-là, moi, je mettrais des gros balaises, là, des cinquièmes dan de judo et des bons gros rugbyman, j'en sais rien, mais en fait, il faut qu'ils comprennent. Enfin, je sais pas, à un moment donné, je pense qu'il va falloir leur apprendre un peu la vie et leur expliquer, surtout, éduquer les garçons. Éduquer les garçons. Mais ça passe par les mères. Ça passe par les mères qui, bien souvent, je pense, sont démunies. Et donc, je ne sais pas par où commencer vraiment. Donc là, je dis, oui, il y a des centres partout en France pour protéger les femmes, mais aussi des capacités pour aller parler aux hommes, aux garçons, déjà, commencer par ça. Et je rassure tout le monde, hein, c'est pas en faire des femmelettes, hein, pas du tout. Hein. Et encore, hein, c'est pas très grave hein, s'ils deviennent comme ça, mais pas du tout. C'est pas leur enlever leur masculinité de faire ça. C'est juste en faire des hommes aussi équilibrés. C'est ça. Parce que s'ils en sont là, en psychanalyse, on verrait que ce sont des hommes qui ont un rapport à l'anima qui est toxique. Ils ont un anima qui est malade, négatif. Et donc, ils le projettent après sur leur compagne. Et, donc, on n'enlèvera pas, effectivement, les garçons qui sont dérangés psychologiquement. Bon, voire carrément psychiatriquement. C'est encore une autre histoire. Mais il y en a aussi beaucoup qui passent à l'acte et qui, normalement, n'auraient pas dû passer à l'acte. Parce que ils sont. Donc tout ça est malheureux, mais il faut réussir à trouver une solution. Donc moi, présidente. et puis effectivement, l'équilibre, c'est on a tous en nous une part de féminité, une part de masculinité, et quand on arrive à trouver cet équilibre, aussi bien chez les femmes hein, d'ailleurs, c'est génial parce que on a autant besoin de notre partie féminine que de notre partie masculine. Et puis aussi, il y a des hommes formidables et on les embrasse et on les remercie. Oui, mais pareil ça. Oui, c'est certain, ça c'est indiscutable, mais ce serait bien aussi qu'il l'ouvre un peu plus. Ça, tu as raison. Il y a un acteur là, comment il s'appelle ? Il y a un acteur là en ce moment qui se bat, qui vraiment met les points sur les i, mais il y en a un seul qui ose dire maintenant ça suffit quoi. Ça suffit. J'ai une fille, j'ai une femme, et moi je ne veux pas qu'elle vive certaines choses que d'autres. Et là, il faut rééduquer les garçons. Ah non, il y en a, mais c'est beaucoup trop peu. C'est-à-dire que certains hommes qui disent moi je suis féministe, c'est très gentil, mais déjà maintenant je m'en méfie. Je m'en méfie, voilà, parce que pour l'avoir vu personnellement des choses d'un mec qui dit qu'il était féministe. Pardon, mais non. Donc, c'est pas grave, on vous demande pas d'être féministe. Maintenant, en tant qu'homme, juste réaliser que dans votre bande, il y en a qui déconnent complètement et les recadrer, d'accord, fermement,
Et surtout, oui, à la fois, protéger les filles, c'est une chose, mais recadrer ceux qui vont pas droit, je pense que ça, c'est une des priorités. Voilà. Faut recadrer, c'est pas possible, on peut pas. Parce que dire juste aux filles, bah, te maquille pas comme ça, ne t'habille pas comme ça, juste parce que ça va peut-être en énerver certains. Non, on va voir les garçons, on dit non, on se comporte pas comme ça. On n'est pas des animaux, hein. C'est pas parce que tu vois un peu de chair, un peu de cheveux, que ça va te rendre dingue. On se calme direct. Okay, c'est tout ça. Mais c'est tout un... Voilà. Mais c'est important, et ce que tu disais est très important, nous, en tant que femmes, se réapproprier notre animus et être en accord aussi avec un animus positif. Donc avec notre part masculine. Tout à fait. Et aller dialoguer aussi avec cet animus. Moi, j'ai beaucoup appris aussi toutes ces dernières années avec la psychanalyse jungienne à dialoguer justement avec mon animus, qui m'aide énormément, qui me soutient. Ça fait partie de ça. Notre part masculine, en tant que femme, est là pour nous soutenir, pour nous aider à aller de l'avant. Voilà. Et pour entreprendre aussi. Ça, pour entreprendre. Et le côté anima chez un homme, c'est là pour... allez, reconnectez-vous à votre sensibilité, à votre rapport à la nature qui peut être saine. Votre intuition. Tout ça, exactement. À votre bienveillance, à votre tendresse, à votre douceur. Voilà, et c'est chouette. Et si tout ce petit monde-là acceptait son autre part de soi, oh là là, mais ce serait génial. Vraiment génial. Voilà. Ça changerait beaucoup de choses. Ouais. Ouais, on ne sait jamais. Mais c'est comme dans le féminisme, avant qu'on se quitte. Moi, il y a certains féministes dans lesquels je ne me retrouve pas du tout, parce que c'est à géométrie variable. Et ça, pour moi, c'est inconcevable, en fait. Il y a autant de féminisme que de femmes. Et même celles qui ne se disent pas féministes, moi, je ne suis pas féministe. Alors, déjà, comme si c'était un gros mot. Comme si elles disaient, moi, je ne suis pas une grosse connasse. Non, mais attends, s'il te plaît, ça n'a rien à voir. Il y a féminisme, et il y en a 36 000. C'est beaucoup en lien aussi avec notre histoire, l'histoire de nos ancêtres femmes. C'est en lien aussi avec notre sensibilité. Donc, il y a 36 000 façons d'être féministe. Mais déjà, si entre nous, on peut réussir déjà à se soutenir, à être bienveillantes les unes avec les autres, c'est ça. Alors, ce serait déjà pas mal. Ce serait déjà pas mal. Et laisser les hommes à leur place. Ce n'est pas les rabaisser, pas du tout. On va pas faire comme eux. Mais juste être au même niveau et pas les mettre sur un piédestal. C'est un équilibre, c'est une harmonie, c'est un équilibre. Et ça passe par le respect de soi, déjà de soi à soi, et le respect de l'autre. Complètement. L'écoute de la différence de l'autre. Non, nous ne sommes pas pareils, et c'est très bien, on se complète, et ça doit être enrichissant, ça doit être une richesse. Ça devrait être complètement. Je te remercie vraiment, Julie. On peut te suivre sur les réseaux, sur ta chaîne YouTube. De toute façon, comme à chaque fois, je mets tous les liens. Donc, les gens pourront aller te découvrir ou te redécouvrir. Merci beaucoup, Valérie, pour ton invitation. Merci pour ce moment. Merci. Je vous remercie tous de suivre les émissions scintillantes. Au plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous, rayonnez l'amour, comme disent mes amis les jolies fées, et n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à découvrir également les émissions Douceur et Confidence. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.